Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mohamed Salem Ould Salek, c'est le ministre des Affaires étrangères de la République arabe du Sahara occidental, autoproclamé en 1976 et dont le territoire est revendiqué par le Maroc. Merci d'être avec nous, monsieur. Merci. Alors, on va commencer par le séjour dans un hôpital espagnol du chef du Front Polisario, Brahim Ghali. Alors, ça a été le cœur d'une querelle diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Depuis, il a été soigné, il est revenu. Alors, une première question tout d'abord. On a vu que sa santé était très fragile. Comment se porte-t-il aujourd'hui ? Il se porte mieux, mais sa présence en Espagne, c'était un prétexte pour le Maroc. Le Maroc avait d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Il veut que l'Espagne et l'Union européenne lui reconnaissent la souveraineté sur notre pays. Et voilà ce que veut le Maroc. C'est un faux prétexte, mais le Maroc l'a utilisé, comme il utilise d'autres moyens. Alors, on va y venir, mais quand même, Mais Brahim Ghali va mieux. Il va mieux, donc. Voilà. Mais Brahim Ghali s'est rétabli, il va mieux, il va très bien. Alors, une question quand même se pose. Pourquoi tout ce secret autour de son transfert en Espagne sous une fausse identité? Pourquoi est-ce que vous avez voulu cacher tout cela? C'est faux. C'est le Maroc qui a fait toute une propagande autour de ça. Brahim Ghali, le président de la République sahraoui, est entré en bon uniforme en Espagne avec son passeport diplomatique, aussi bien de l'Union africaine que de l'Algérie. C'est un passeport diplomatique. Cette identité, c'est l'identité de tout le monde, de tout chef d'État ou d'une personnalité, éminente personnalité, dans un hôtel ou dans un hôpital pour des raisons tout à fait de sécurité. C'est tout. Et il n'a pas utilisé, il n'est pas entré en Espagne avec une fausse identité. C'est faux, c'est archi faux, et je le dis, je le répète. Alors, est-ce que vous avez l'impression que l'Espagne, qui a donc été très critiquée pour cet accueil de Brahim Ghali, a voulu le faire partir parce que ça devenait intenable diplomatiquement? Est-ce qu'il a été poussé à rentrer plus vite que prévu? Pas du tout, pas du tout. Non, il était entré en Espagne parce que sa Covid s'est compliqué et dès le moment qu'il s'est rétabli, il pouvait faire sa convalescence en Algérie ou bien même dans notre pays. Alors, il n'est pas entré. Il n'est pas entré d'une manière ni précipitée, il n'a pas quitté d'une manière précipitée, c'est faux. Toute cette histoire, c'est que le Maroc cherchait à détourner l'opinion publique d'une situation que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Après cette fameuse tweet de Trump, le Maroc fait tout pour essayer de faire légitimer sa présence illégale dans les territoires occupés de la République sahraoui. Le Maroc bloque le processus des Nations Unies. Le Maroc fait tout pour détourner l'opinion publique interne, malheureusement, de la situation que connaît le Maroc, une situation catastrophique que connaît aujourd'hui le Maroc, qui s'est aventuré dans une aventure qui ne cesse pas, qui fait beaucoup de dégâts pour le Maroc, mais pour aussi l'entourage. Le Maroc aujourd'hui ne reconnaît pas les frontières de ses voisins, et c'est ça le problème. Le problème, votre problème, c'est en effet, évidemment, cette reconnaissance à la toute fin de l'administration Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Alors, le problème aussi, qui semble continuer, c'est que la nouvelle administration, l'administration Biden, ne veut pas, pour le moment, n'a donné aucun signal qu'elle allait revenir sur cette décision qui est un coup très dur pour vous. C'est votre lecture, Marc, ou plutôt lecture des autres. L'administration Biden n'a pas confirmé. L'administration Biden, je ne peux pas parler ni au nom de Biden ni dans son administration, mais je crois que la déclaration de Trump, d'abord, il viole le droit international, il viole la Charte des Nations Unies, il va à contre-courant de la position de la communauté internationale, il contrarie l'avis consultatif de la Cour de justice de la Haye, il va aussi à l'encontre même des intérêts des États-Unis. Il était critiqué par le Congrès américain, d'ailleurs les deux
partis américains, aussi bien républicains que démocrates, les poids lourds du Sénat ont critiqué. James Baker, qui a été l'envoyé personnel, l'envoyé spécial des Nations Unies, M. Ross, M. Bolton, tous, tendances confondues, les gens qui ont traité de ce dossier l'ont qualifié comme étant un non-sens et pour les Sahraouis, pour la République sahraoui, pour l'Union africaine, pour la communauté internationale, il est nul et non avenu. Aucun pays au monde ne peut donner la souveraineté comme s'il s'agit d'un business, d'un petit commerce où on fait de troc et on fait des transactions illégales. Impossible. Oui, mais quand même, voilà. Monsieur Oudsalek, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas entendu de l'administration Biden. Elle n'a pas dit « ce qu'a fait Trump, on ne le reconnaît plus, on revient en arrière ». Pour le moment, on n'a rien entendu du côté des États-Unis et on voit bien que d'autres pays en Europe, on peut penser à la France par exemple, semblent être sur la même ligne. Ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'administration Biden, sur cette question, avait dit qu'ils sont en train de réviser, d'analyser ces accords d'Abraham, ces accords plutôt d'établissement de relations diplomatiques entre un certain nombre de pays arabes et Israël. Et tout dernièrement, il y a 2 jours seulement, le porte-parole du département d'État américain avait dit que, justement, il y a une grande différence sur cette question précise du Sahara occidental entre l'administration Biden et l'ancienne administration de Trump. Donc vous avez quand même un espoir que l'administration Biden va revenir à la position traditionnelle américaine sur ce sujet? C'est une question qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent plus jouer un rôle tout en étant jugés partis. Il faut que les États-Unis, qui d'ailleurs membres permanents du Conseil de sécurité et non pas des moindres, jouent le rôle qui lui revient. La paix et la sécurité. La paix et la sécurité ne peuvent pas être battus sur le forfait et l'occupation illégale, le changement des frontières, l'occupation et l'acquisition des territoires par la force. Je ne crois pas que ce sera la politique de Biden, ni de l'administration américaine, ni même dans les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et l'Europe, dans tout cela, est-ce que vous n'avez pas l'impression que je le répète, est-ce que la France, est-ce que l'Espagne, pour vous, est-ce qu'ils ont la politique adéquate ou est-ce qu'eux aussi sont favorables au Maroc, qui semble, pour le moment, avoir l'avantage, en tout cas sur le point de vue diplomatique? Je crois qu'il est temps que la France, qui a un rôle très important à jouer, et l'Espagne qui est toujours la puissance administrante vis-à-vis des Nations Unies, il faut qu'il joue le rôle qui leur revient, à savoir ramener le Maroc à la table de négociation, mais surtout faire en sorte que le Maroc sorte de ce guêpier, de cette guerre d'agression contre un pays voisin, la République sahraoui. Le peuple sahraoui combat pour ses droits légitimes reconnus par toute la communauté internationale. Le Maroc et cette manière de composer et de complicité avec le Maroc va malheureusement faire du mal non seulement au Maroc mais aussi à ses amis. Je crois qu'être un bon ami du Maroc, comme il est la France, c'est de le faire sortir de cette guerre. Hassan II était un homme intelligent qui a fait la guerre, mais quand il a vu que cela ne marchait pas, il a fait machine arrière, il a accepté le référendum. Mohamed VI ne l'entendait pas de cette oreille, ne l'entendait pas ainsi. Il a continué la guerre, il a renié les engagements pris par le Maroc durant le mandat de son père. Il faut que les amis du Maroc, notamment la France, faire comprendre au Maroc qu'il est de son intérêt de respecter la frontière de ses deux voisins et de faire la paix avec le peuple sahraoui. Alors, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, il y a des négociations qui sont totalement gelées, hein, on peut le dire, mais il y a aussi, il y a eu au mois de novembre, pour la première fois depuis très longtemps, des accrochages militaires dans le sud du Sahara occidental. Est-ce que vous craignez qu'il y ait, en effet, depuis les choses se sont un peu calmées, mais ça reste quand même volatile, est-ce que vous craignez une guerre ?
avec le Maroc? Il y a une guerre avec le Maroc aujourd'hui, malheureusement. Le 13 novembre, le Maroc a violé le cessez-le-feu. Il a annexé encore une nouvelle partie de notre territoire. Le Maroc a renié ses engagements souscrits dans le plan de règlement de 1991. Le Maroc a tout mis à l'eau et donc on est revenu à la case départ. Le Maroc assume cette lourde responsabilité de voir aujourd'hui la guerre. Ce n'est pas une accalmie. Aujourd'hui, il y a la guerre. Vous vous battez tous les jours avec le Maroc, mais est-ce que ça peut devenir une guerre ouverte, j'allais dire? Parce que oui, il y a des escarmouches, mais est-ce que là, on est au bord d'une guerre ouverte à nouveau? Le cessez-le-feu date de 1991, je le rappelle. Il n'y a pas d'escarmouche, il y a des grandes batailles et ça va malheureusement s'accentuer et va s'aggraver. Parce que quand il y a des morts tous les jours et des blessés et des destructions de matériel militaire et d'attaques de part et d'autre, il y a la guerre. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des escarmouches. Je crois que les grandes batailles ne sont pas encore déroulées, disons, comme les années 80, mais ça va venir. Dernière question en conclusion. La conclusion logique de ce que vous venez de dire, c'est qu'il n'y a plus d'espoir de solution négociée. Non, il y a bel et bien l'espoir de solution négociée sur la base de ce que dit l'Union africaine et les Nations unies. Qu'est-ce que dit l'Union africaine? Il dit qu'après le 13 novembre, la décision du Conseil de paix et de sécurité au niveau des chefs d'État est que les deux pays membres de l'Union africaine, le Royaume du Maroc et la République sahraoui, doivent négocier pour arriver à une solution pacifique sur la base des principes de la charte, à savoir le respect des frontières héritées de l'époque coloniale et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est ce que disent les Nations unies d'une autre façon, à savoir que la paix doit passer par l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance à travers un référendum. Nous l'avons accepté, nous l'avons signé, nous sommes toujours attachés à la solution pacifique si le Maroc le veuille bien. Mais le Maroc n'entend pas de cette oreille jusqu'à maintenant, malheureusement, et c'est là le rôle de l'Europe et surtout de la France, qui a des relations très étroites avec le Maroc. Mohamed Ould Salek, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation sur France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.